pour une raison très simple, c'est que j'ai plus la même voix. Or, mes tessitures sont très élevées dans mes chansons. À 78 ans, Michel Sardou, la voix grave et puissante qui avait bercé plusieurs générations, se trouve à la lisière d'un silence définitif. Et dans les coulisses de cette fin annoncée, il y a ce parfum amer d'inachevé, comme une note suspendue que personne n'ose achever, l'homme qui avait chanté les passions et les désespoirs de la France porte désormais dans ses yeux une lueur fatiguée, un éclat d'autrefois qui vacille. Et tandis que son corps se plie aux caprices du temps, sa mémoire convoque des images qu'il ne partage qu'à demi-mot. Un soir pluvieux de décembre, dans une loge déserte, le reflet d'un visage dans le miroir fissuré, ses doigts caressant machinalement une vieille montre arrêtée depuis des années, et derrière ce geste se cache un souvenir si lourd qu'il plombe chaque respiration, un pacte ancien, oublié du monde, mais pas de lui. Une vérité qui rôde comme une ombre dans les coulisses, invisible au public mais présente à chaque note. Et à mesure que ses forces déclinent, l'évidence se dessine. Implacable, il s'apprête à quitter la scène comme on quitte la vie, avec cette étrange sensation qu'une dernière chanson, jamais écrite, brûle encore quelque part au fond de lui, attendant son heure pour éclore ou disparaître à jamais. Sous la lumière crue d'un matin d'hiver, on l'a vu, lui, Michel Sardou, figure que l'on croyait façonnée d'acier et de certitude, assis seul sur un banc de bois dans une petite gare oubliée, les épaules rentrées comme si le froid s'infiltrait plus profondément que dans sa peau, les yeux fixés sur un point invisible au-delà des rails, et ce tableau heurtait de plein fouet l'image publique du chanteur triomphant, sûr de lui, inébranlable, celle que les scènes du monde avaient immortalisée, car à cet instant précis, il n'était plus qu'un vieil homme perdu dans le labyrinthe de ses souvenirs, prisonnier d'un passé qui ne cessait de revenir par vagues, et dans ce silence coupé seulement par le vent, il semblait dialoguer avec des fantômes que lui seul voyait, des visages d'autrefois, des voix effacées par les années mais qui revenaient, insistantes, accusatrices ou tendres selon l'humeur du souvenir, et il y avait cette tension dans ses mains, ce tremblement imperceptible qu'il tentait de cacher sous ses gants de cuir, comme si chaque geste réveillait une douleur ancienne, peut-être physique, peut-être morale. Personne ne pouvait vraiment le savoir, car l'homme avait toujours été maître dans l'art de dissimuler l'essentiel sous une couche d'ironie ou de provocation. Mais là, seul, il ne jouait plus aucun rôle. Il se souvenait de nuits entières passées à écrire des paroles qu'il n'oserait jamais chanter, de lettres jamais envoyées, de promesses faites à lui-même et trahies par le temps, et surtout de ce jour précis, effacé des biographies officielles où il avait disparu du regard du monde pendant presque 3 mois, sans explication, comme avalé par un trou noir, laissant ses proches dans une inquiétude muette, certains pensant à un exil volontaire, d'autres à une chute irréversible, et lui se rappelait chaque seconde de cette période, les chambres d'hôtel où il ne parlait à personne, les rideaux toujours tirés, les repas laissés intacts sur les plateaux, le téléphone qu'il regardait sonner sans répondre, comme si sa voix ne lui appartenait plus, comme si le simple fait de prononcer un mot l'aurait trahi. Et puis, il y avait cette valise en cuir brun, usée, qu'il déplaçait d'un endroit à l'autre sans jamais l'ouvrir, comme si son contenu représentait une part trop douloureuse de lui-même pour être affrontée, une valise dont personne ne connaissait l'existence, sauf un vieil ami, disparu aujourd'hui, et qu'il gardait près de lui comme une relique ou un fardeau. Et dans les rares moments où il croisait son reflet, il semblait chercher dans ses propres traits un indice, un fragment de l'homme qu'il avait été. Mais le regard qui lui répondait était celui d'un étranger marqué par des fractures invisibles, par des regrets qu'aucune gloire ne pouvait effacer. Et ce contraste entre l'icône que tout le monde croyait connaître et cet être en morceaux que personne n'avait jamais vu, avait quelque chose de presque insoutenable, comme si toute sa carrière n'avait été qu'un long camouflage, une fuite en avant vers les projecteurs pour éviter de se retrouver seul face à lui-même. Et maintenant que la scène s'éloignait, il ne pouvait plus échapper à ce face-à-face. Il sentait que le compte à rebours avait commencé, que les jours s'égrenaient avec une précision implacable, et pourtant, il continuait de porter ses secrets, refusant de les livrer même à ceux qu'il aimait, peut-être parce qu'il savait qu'une fois révélés, ils perdraient leur pouvoir. Peut-être aussi parce qu'il redoutait que le monde ne comprenne pas, ou pire, comprenne trop bien. Et alors, dans cette gare vide, il ferma les yeux un instant, comme pour retenir une image qui lui échappait,
une silhouette dans un couloir, un parfum précis, une porte qui se referme. Et ce souvenir, aussi fugace qu'un souffle, suffisait à raviver en lui une douleur qu'aucun mot ne pouvait traduire, un éclat de vérité que le public ne connaîtrait jamais, sauf à suivre les ombres dans lesquelles il s'enfonçait, désormais, pas à pas. Il y eut ce matin-là, dans une ruelle humide de Montmartre, cette image insensée qui brisa toute perception que l'on pouvait avoir de lui, Michel Sardou, silhouette vacillante, le visage couvert de sueur malgré le froid, tenant dans sa main gauche un petit carnet noir trempé de pluie, ses doigts crispés comme si ce carnet contenait la dernière parcelle de son existence, et cette vision était d'autant plus irréelle que, dans le regard vide qu'il portait devant lui, il n'y avait plus ni orgueil ni colère, seulement cette panique sourde qui dévore de l'intérieur, comme un homme qui vient de comprendre que quelque chose d'irréversible a été déclenché. Il avançait vite, presque en titubant, ignorant les passants qui se retournaient sur lui, et à chaque pas, il semblait peser une tonne, comme si ses chaussures étaient gorgées d'eau et de secrets. Dans sa tête résonnait une phrase qu'il avait entendue la veille, et qui ne le lâchait plus, une voix au téléphone, rauque, étranglée, prononçant lentement un prénom qu'il n'avait pas entendu depuis plus de 40 ans, un prénom qu'il avait cru enterré avec une partie de son passé. Et cette réapparition brutale avait ouvert une faille en lui, réveillant un réseau de souvenirs interdits, de promesses trahies, de nuits où il avait frôlé des choix que personne n'aurait pu imaginer. Il sentait encore le goût métallique de certaines vérités qu'il n'avait jamais dites. Il revoyait les visages de ceux qui avaient disparu à cause de décisions qu'il avait prises ou refusées. Et plus il avançait dans cette rue étroite, plus il avait l'impression que chaque façade, chaque fenêtre le surveillait, le jugeait, lui rappelait ce qu'il avait tenté d'oublier. Ses mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais parce qu'il savait qu'à l'intérieur de ce carnet noir se trouvaient des notes, des fragments de lettres, des adresses, des mots griffonnés dans l'urgence il y a longtemps, et qui aujourd'hui pouvaient tout faire basculer, et il y avait là-dedans un nom, un seul, qu'il n'avait jamais prononcé en public. Un nom qui, s'il était lu à voix haute, pourrait réécrire toute l'histoire que le monde croyait connaître de lui. Il continuait de marcher, chaque battement de son cœur cognant comme une alarme dans ses tempes, et il repensait à cette nuit où, jeune homme, il avait pris un train pour quitter Paris, précipitamment, laissant derrière lui non seulement une femme, mais aussi un accord signé dans l'ombre, un accord qu'aucun avocat, aucun producteur, aucun journaliste n'avait jamais vu. Et cet accord le liait à quelque chose de bien plus vaste que la musique, quelque chose qui dépassait la scène et les projecteurs, une sorte de dette impayable qui revenait aujourd'hui réclamer son dû. Il le sentait dans l'air, dans le vent glacé qui lui fouettait le visage, dans le poids intenable qui comprimait sa poitrine. Et dans ce chaos intérieur, il y avait aussi cette peur d'être vu dans cet état, car l'homme public, celui que tout le monde connaissait, devait toujours garder le contrôle, paraître invincible, mais en cet instant, il était nu face à ses propres abîmes, rattrapé par une histoire que lui-même ne savait plus comment contenir, et dans ce déferlement d'angoisse, il y avait une part de lui qui voulait courir, fuir à nouveau, disparaître comme il l'avait déjà fait autrefois. Mais il savait que cette fois, il n'y aurait pas d'issue, qu'il devait aller jusqu'au bout, même si au bout, il n'y avait rien d'autre que le vide. Il y eut, ce soir-là, dans un salon tamisé d'un vieil hôtel du quai Voltaire, cette rencontre qui n'aurait jamais dû avoir lieu et qui pourtant avait été soigneusement orchestrée dans l'ombre, elle était là, assise dans un coin, les cheveux relevés, avec cette nonchalance étudiée, un sourire presque imperceptible au coin des lèvres, et lui, Michel Sardou, avançait vers elle avec cette lenteur maîtrisée qui masquait à peine le tumulte qui lui déchirait la poitrine, car cet instant condensait des décennies d'attente, de silence calculé, de regards volés dans des couloirs d'aéroports ou à travers des vitres embuées de loges interdites au public. Leurs yeux se croisaient et dans cette fraction de seconde passaient 1000 éclats de souvenirs qu'aucun témoin ne pouvait soupçonner. Elle avait été sa passion la plus brûlante et sa blessure la plus profonde, la seule qu'il n'avait jamais réussi à chanter vraiment. Chaque geste qu'il faisait semblait hésiter entre la caresse et la gifle, entre l'envie de s'asseoir près d'elle et celle de tourner les talons pour ne jamais revenir, mais il restait parce qu'il savait que ce qu'ils allaient se dire ou ne pas se dire déciderait peut-être du sens des derniers jours qu'il lui restait à vivre. Elle portait encore au poignet ce bracelet de cuir qu'il lui avait offert à une époque où il croyait pouvoir tout tenir entre ses mains.
la gloire, l'amour, la liberté. Mais le bracelet avait vieilli. Comme eux, les bords étaient usés, la boucle ternie, et pourtant, elle le gardait. Signe qu'aucune rupture, aussi violente soit-elle, n'efface complètement ce qui a brûlé trop fort. Il se souvenait de leur nuit à Venise, quand ils se promenaient sous des arcades désertes, persuadés que personne ne les suivait, alors qu'en réalité chaque pas, chaque étreinte clandestine avait été enregistrée dans sa mémoire comme une pièce à conviction, et aujourd'hui, assis face à elle, il ne savait plus très bien s'il voulait ressusciter ces images ou les enterrer à jamais. Ses mains se crispaient autour de son verre, ses mots restaient coincés dans sa gorge. Elle, de son côté, le regardait avec une douceur étrange, comme si elle savait déjà ce qu'il allait dire avant même qu'il ne parle. Mais derrière ses yeux brillait une lueur de défi. Une ombre qui lui rappelait que leur histoire avait toujours été une danse dangereuse sur une corde raide. Chaque baiser portait en lui la menace d'une trahison, chaque étreinte le parfum d'un adieu, et cette ambiguïté les avait liés autant qu'elle les avait détruits. Il pensa à cette nuit où, dans une chambre d'hôtel à Montréal, elle lui avait chuchoté quelque chose à l'oreille qu'il n'avait jamais oublié, quelques mots simples mais impossibles à effacer, des mots qui, aujourd'hui encore, battaient dans sa tête comme un écho lancinant, et il comprit que cette rencontre n'était pas seulement une réminiscence du passé, mais peut-être le dernier acte d'un drame qui n'avait jamais trouvé sa fin. Il y avait dans l'air une tension presque palpable, chaque respiration pesait, chaque mouvement avait la précision d'un geste de théâtre, et il se surprit à craindre, autant qu'à désirer le moment où elle poserait sa main sur la sienne, car il savait que ce contact ferait remonter tout ce qu'il avait enfoui, et qu'aucune force au monde ne pourrait plus alors arrêter le flot qui déferlerait. Ses doigts finirent par effleurer les siens, un contact si léger qu'il aurait pu passer pour un accident, mais qui pour lui fut comme une déflagration silencieuse, un ébranlement intime où se mêlaient le vertige et la douleur. La chaleur de sa peau lui rappela d'un coup la texture exacte des matins qu'ils avaient de partager, ces instants suspendus où le monde semblait n'exister que pour eux. Il sentit ses défenses se fissurer, tout ce qu'il avait soigneusement construit pour se protéger vacillait, et dans le mouvement imperceptible de sa main, il y avait cette ambiguïté qu'elle cultivait depuis toujours, cette façon de lui dire qu'elle était là tout en lui rappelant qu'elle pouvait s'éloigner à tout moment. Ses yeux le transperçaient, mélange de tendresse et de cruauté douce, et il sut qu'elle aussi portait en elle un fardeau qu'elle ne montrerait jamais complètement. Il aurait voulu lui dire qu'il l'aimait encore, mais ce mot avait perdu sa forme simple. Il était devenu une matière dense, brûlante, pleine de cendres et d'éclats de verre. Il aurait tranché la gorge à tout silence, mais il savait qu'en le prononçant, il ouvrirait une brèche par laquelle tout le reste s'engouffrerait. Elle pencha légèrement la tête, comme pour sonder plus profondément son regard, et il y vit un éclat qu'il n'avait pas vu depuis des années, celui d'avant la chute, avant les mensonges, avant les départs sans explication. Et ce simple éclat raviva en lui une faim qu'il croyait éteinte, mais qui revenait brutale. Il se revit dans cette chambre, aux rideaux entr'ouverts, la lumière de l'aube dessinant sur son dos, les contours fragiles de ce qu'ils étaient alors. Il se souvint du parfum de sa nuque, de la sensation d'urgence à la tenir contre lui comme si chaque seconde allait la lui voler. Et cette urgence revenait là, dans ce salon feutré, où l'air sentait le bois ciré et la pluie froide. Elle parla enfin, d'une voix basse qui lui glaça le sang. Pas par dureté, mais par ce qu'elle contenait d'aveux voilés, elle évoqua une lettre qu'elle n'avait jamais envoyée. Une lettre qui dormait encore dans un tiroir. Une lettre qui racontait ce qu'elle n'avait jamais osé lui dire en face. Il sentit que chaque mot qu'elle prononçait était un fil tiré dans la toile de son passé, et qu'à force de tirer, toute l'armature risquait de s'effondrer. Il pensa qu'il devrait se lever, s'en aller, couper court, mais ses jambes refusaient de bouger. Clouée par cette force invisible qui le liait à elle depuis le premier jour, elle effleura le bord de son verre, ses ongles fins produisant un son à peine audible, comme une note perdue, et il comprit que ce geste n'était pas anodin, qu'il disait quelque chose qu'elle ne voulait pas mettre en mots. Il y avait entre eux un langage secret, fait de signes infimes, de silences chargés, et chaque signe, chaque silence était une pièce de plus dans ce puzzle insensé qu'aucun d'eux ne pouvait achever seul. Il pensa à toutes ces années où ils avaient feint l'oubli, où ils s'étaient efforcés de vivre ailleurs, avec d'autres, mais toujours avec cette ombre en arrière-plan,
un fil invisible qui vibrait à chaque fois que leurs noms se croisaient dans une conversation, et maintenant qu'ils étaient là, face à face, il sentait que ce fil se tendait au point de se rompre ou de les étrangler ensemble. Il savait que cette soirée ne se répéterait pas, que ce moment, unique, contenait peut-être la clé de ce qu'il avait cherché toute sa vie, ou bien le poison qui l'achèverait. Il inspira profondément, comme pour gagner quelques secondes avant de plonger dans l'inévitable. Puis ses yeux se fixèrent sur elle avec une intensité qu'il n'avait plus eue depuis des décennies. Il allait parler quand elle glissa lentement le petit carnet noir sur la table entre eux, celui qu'il croyait perdu, et son cœur se figea. Il sentit le sang battre à ses tempes, chaque fibre de son corps lui hurlant de ne pas l'ouvrir. Mais ses doigts tremblants défirent pourtant l'élastique. À l'intérieur, des phrases griffonnées à la hâte, des dates, des noms, et cette photo jaunie où ils apparaissaient ensemble, jeunes, insouciants, comme s'ils ignoraient la tragédie à venir. Il leva les yeux vers elle, cherchant une explication, mais son silence en disait plus que toutes les confessions. Il comprit alors que tout ce qu'il avait fui pendant des années était là, condensé dans ces pages humides, prêt à exploser, et qu'aucune chanson, aussi belle soit-elle, ne pourrait contenir ce qui allait suivre. Et alors qu'un silence lourd s'abattait entre eux, il sut que chaque seconde qui passerait désormais compterait double, que le temps venait de changer de texture, plus dense, plus fragile. Il posa enfin sa main sur la sienne, la tenant avec la force d'un homme qui sait qu'il ne lui reste plus beaucoup d'occasions pour le faire. Leurs regards se scellèrent comme un pacte muet, et tout autour d'eux sembla s'effacer, ne subsistait que ce souffle partagé, cette promesse silencieuse qui tremblait entre leurs lèvres. Il se pencha légèrement, assez pour sentir le parfum familier qui lui traversa le cœur comme une lame douce, et il comprit que, quoi qu'il arrive, cet instant survivrait à tout, aux années, aux blessures, aux regrets. Il murmura quelques mots que seule elle pouvait entendre, des mots qu'aucun public ne connaîtrait jamais. Elle eut un sourire presque imperceptible, mélange de victoire et d'adieu, et il sentit la brûlure d'un départ déjà inscrit dans ses yeux. Quand elle se leva, il resta immobile, la suivant seulement du regard jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse, laissant derrière elle un vide immense, mais aussi une flamme qui, même vacillante, continuerait de brûler tant qu'il respirerait. Et dans ce vide résonnait encore le battement sourd de leurs deux cœurs comme la dernière mesure d'une chanson qu'il n'écrirait jamais.